organisateurs de cette conférence très intéressante. Je crois une chose qu'on a vraiment appris, c'est l'immense défi qu'on va avoir vers l'élimination du VIH, penser aux résistances, penser à la continuité du traitement, mais penser aussi au fait que la tuberculose, qui est depuis 40-50 ans une maladie curable, n'est encore pas éliminée. Donc, on a besoin des vaccins, de développer des vaccins, on a besoin des autres approches nouvelles. Une approche potentielle, c'est les anticorps à large spectre, lesquels je vais appeler pour le reste de cette présentation les BNAP, pour Broadly Neutralizing Antibody. Donc, la neutralisation du VIH, qui est à la base de ce phénomène que je vais parler, c'est le fait que les anticorps neutralisants peuvent bloquer l'entrée du VIH dans les cellules. Mais le problème, c'est que la réponse neutralisante évolue chez les personnes et le virus échappe à la neutralisation par les anticorps et l'évolution du virus. Le virus est toujours un pas devant de l'évolution des anticorps. La solution semblable à ce problème, c'est les anticorps à large spectre qui se développent dans une minorité des patients, c'est-à-dire c'est des anticorps qui activent contre la vaste majorité, contre une grande majorité des souches du VIH-1. Depuis la découverte de cet anticorps, c'est un moyen très prometteur pour diverses applications. De l'un côté, on les a comme thérapeutiques. On a pu démontrer dans les études d'animaux et aussi dans des petites études d'humains qu'ils peuvent induire un retard au rebond viral, mais aussi comme outil de prévention. Il y a aussi eu des succès dans les études d'animal. Et il y a maintenant les premiers larges essais chez les humains. La plus prometteuse, pour moi, c'est l'étude AMP en Afrique du Sud, où on veut utiliser ces anticorps comme une forme de PrEP. Mais le grand prix, et de certaine manière le grand défi, c'est d'induire ces anticorps chez les humains par voie d'un vaccin. Et c'est de ce défi-là, de ça que je vais parler. Et nous, on a choisi d'adresser cette défi, cette question, par voie d'une analyse, disons, immuno-épidémiologique, en analysant les déterminantes de la production, de l'induction de ces BNAPs dans les infections naturelles, avec l'intuition que ces déterminants vont aussi jouer un rôle clé pour l'induction de ces BNAP dans le cadre d'un vaccin. Je vais commencer avec la première étude, qui est le screen ou le dépistage ou la cohorte Swiss 400K, qui est la base des études suivantes. Dans cette étude, on a considéré 4500 échantillons de plasma de VIH de la cohorte suisse de VIH. On a mesuré l'habilité de ces échantillons de neutraliser 8 virus de différents sous-types. Après, on a traduit ces habilités dans un score indiquant l'ampleur de neutralisation et la puissance de neutralisation de ces plasmas. Et de cette manière-là, on a identifié 239 inducteurs de BNAP. C'est le plus grand nombre de BNAP qui a été identifié dans une seule étude. Dans le prochain pas, on a associé ces données-là avec les riches données épidémiologiques, virologiques et cliniques de la cohorte suisse, pour identifier les facteurs qui sont associés à une
réponse à l'induction des BINAP. Ce qu'on a trouvé, c'est que les BINAP, ils évoluent surtout dans les patients avec une haute charge virale, une longue durée d'infection, une large diversité virale et l'ethnicité noire. On n'a pas trouvé un effet de nombre de CD4, de groupe à risque, du genre et du sous-type viral. Ce que cela veut dire, c'est les premiers deux facteurs qu'on a trouvés, la charge virale et la durée de l'infection, bien sûr, ils sont associés avec la quantité globale de l'antigène que le système immunitaire il a vu d'une certaine manière. Et puis, d'une certaine manière, ça c'est une mauvaise nouvelle pour les vaccins parce que ça veut dire qu'il faut exposer le système immunitaire à une grande quantité d'antigènes pour induire des BINAP. Mais la diversité, c'est d'une certaine manière un message positif, parce que ce que cela veut dire, c'est qu'on peut-être compenser ce réquisit par exposer le système immunitaire à une grande diversité de virus. De toute façon, là, je ne vais pas parler plus de cette étude-là, c'est publié, je vais plutôt passer aux travaux nouveaux. Dans le prochain travail, on a voulu un peu mieux comprendre les mécanismes derrière l'induction des BINAP en considérant l'association entre la neutralisation, la démographie et la liaison et les anticorps de liaison. Ici, il est important, il est clé de comprendre la différence entre neutralisation et liaison. Neutralisation, c'est, disons, l'effet phénoménologique, c'est l'habilité du plasme, des anticorps, d'arrêter d'inhiber l'infection de cellules. La liaison se réfère seulement à l'habilité des plasmas de se lier à certaines structures virales. Ici, on a considéré pour les mêmes 4500 plasma viral, l'habilité de se lier des sous-classes IgG1 à 3, de se lier à 14 antigènes de GAG, de GP120 et de GP41. Vous allez voir, le plus intéressant, c'est ce trimère-là qui correspond à la structure native du trimère sur le VIH1. Et dans le premier pas, on a de nouveau considéré le rôle des facteurs démographiques en déterminant ces réponses de liaison. Et ce qu'on a vu, en somme, c'est que ces facteurs jouent plus ou moins le même rôle pour la liaison que pour la neutralisation, mais d'une manière assez spécifique. Ici, dans ce tapis, vous voyez les associations en couleur bleue, les associations positives, en couleur rouge, les associations négatives. Je ne vais pas élaborer sur toutes les carrés, plutôt je vais parler des associations plus intéressantes. Sur le point de vue de l'ethnicité, on voit de nouveau que l'ethnicité noire est associée avec une réponse de liaison augmentée, mais ça c'est surtout pour les réponses IgG1, de GAG et de certaines réponses de GP120. La charge virale est aussi liée, mais cette fois-ci, pour quelques antigènes d'une manière positive, pour quelques antigènes d'une manière négative. Donc c'est une réponse très différenciée. Finalement, la durée de l'infection et la diversité sont associées positivement avec les liaisons, avec les réponses de liaison, mais de nouveau, c'est surtout un effet qu'on voit pour l'IgG1. Donc, on voit plus ou moins la même réponse pour les mêmes associations pour la liaison que pour la neutralisation, mais c'est un effet très spécifique. Finalement, la question qu'on peut se poser ici, c'est si la liaison peut prédire la neutralisation, comme on l'aurait espéré. Et ce qu'on trouve, c'est qu'en effet,
c'est le cas. Si vous considérez ici la courbe ROC, vous voyez une R sous cette courbe de jusqu'à 0,85, qui est une bonne prédiction, mais on trouve de nouveau que cette qualité de prédiction dépend de la sous-classe et de l'antigène. On trouve la meilleure qualité de prédiction pour le trimère natif, qui est de nouveau ce qu'on attend, parce que le trimère, il a après tout les mêmes structures que l'enveloppe virale dans le virus. Donc on trouve une bonne association entre la liaison et la neutralisation, mais on trouve aussi des différences qui indiquent les mécanismes qui sont derrière les inductions de ces anticorps. Finalement, je vais passer à la troisième et la plus nouvelle étude qu'on est en train de faire, ou qu'on est en train de faire sur ce domaine-là. Et ça, c'est le rôle des facteurs génétiques pour l'induction des anticorps. Et ici, souvenez-vous de la première étude que je viens vous présenter. Là, c'était un peu la question des facteurs génétiques. On n'a pas adressé directement, mais on a trouvé deux effets plus ou moins contradictoires. De l'un côté, on a trouvé que le sous-type viral n'était pas associé avec les BNAP, mais la diversité virale, qui est aussi un résultat de la génétique du virus, a été associée. Donc la question qu'on veut se poser ici, c'est quel est l'impact de la génétique virale sur l'ampleur de neutralisation. Et ici, il faut réaliser qu'il y a deux manières de se poser cette question. La première, un peu plus générale, c'est la question de l'héritabilité virale, c'est-à-dire dans quelle mesure un virus donné installe-t-il une réponse d'anticorps identique chez différents individus. C'est-à-dire, est-on dans le scénario ici en haut, où le même virus va installer des mêmes réponses dans un individu, ou est-on dans un scénario ici en bas, où le même virus va installer des réponses différentes. Et avoir une telle héritabilité virale est bien sûr une condition nécessaire pour un vaccin, parce que si la génétique du virus joue aucun rôle, on ne peut pas gouverner, on ne peut pas déterminer la réponse virale par l'antigène. Ça, c'est la première question. La seconde question, c'est existe-t-il des souches virales qui ont un potentiel supérieur pour l'induction de la même réponse? On va appeler ces souches virales des imprinters, des inducteurs d'une certaine réponse virale, réponse d'anticorps. Et bien sûr, si ces souches virales existent, il serait un outil, il serait une base très intéressante pour développer des vaccins. Donc, pour adresser cette question, on a considéré une sous-cohorte de la cohorte 400K, consistant en 303 paires de transmission qu'on a identifiées avec des moyens phylogénétiques. Dans ces paires, on a déterminé de nouveau leur empreinte leur empreinte digitale de leur réponse d'anticorps, c'est-à-dire on a déterminé la habilité de ces plasmes de neutraliser 14 virus de différents sous-types et leur habilité de se lier à 13 différentes antigènes. Et après, dans un troisième pas, on a déterminé la similitude de ces réponses d'anticorps entre donneurs et receveurs. Qu'est-ce qu'on a trouvé? Je vais commencer avec la neutralisation. Ici, vous voyez les 14 virus qu'on a considérés. Ce qu'on a trouvé, c'est que pour 7 de ces 14 virus, indiqués ici par la couleur rouge de la barre, on a trouvé une association significative entre la réponse dans le donneur et la réponse dans le receveur. Si on prend la moyenne de cette similarité, on trouve en moyenne un effet qui est
fortement significative comparée à ce qu'on espérait si les réponses seraient distribuées d'une manière aléatoire sur la phylogénie. Maintenant, on peut aussi, avec une méthode un peu différente, quantifier quel est le pourcentage de la variabilité des réponses de neutralisation qui s'explique par des facteurs génétiques viraux. Ce qu'on trouve, que c'est en moyenne 13% de cette variabilité se peut expliquer par des facteurs viraux. Mais maintenant, vous pouvez aussi vous poser la question, bon, est-ce que c'est un effet réel? Parce qu'après tout, les individus qui sont dans les paires de transmission, ils ont en commun d'autres facteurs que la génétique virale. Ils ont une charge virale qui est similaire, ils ont un temps d'infection qui est similaire, etc. Pour cela, on a ajusté ces effets pour tous ces facteurs qu'on a identifiés dans la première analyse comme déterminants importants de la réponse d'anticorps. Et ce que vous voyez ici, c'est que l'effet il est assez robuste si on ajuste pour ces facteurs-là. Finalement, on trouve les mêmes effets ou les effets similaires pour la liaison que l'on trouve pour la neutralisation. Donc, en résumé, on peut dire qu'il y a un effet très significatif des facteurs génétiques, mais cet effet, il est assez faible dans sa magnitude, c'est 13%. Donc, la question naturelle qui suit depuis là, c'est la question s'il y a des souches, si en moyenne on a un effet qui n'est pas trop fort, la question c'est s'il existe des souches virales qui ont un effet supérieur. Et je vais finir par vous montrer une étude de cas qui est pour moi l'indication la plus forte que des souches telles existent. Et ça, c'est une paire de transmission qui est d'ailleurs vérifiée par le médecin traitant ces deux patients. C'est une femme qui a infecté un homme, qui les deux ont une réponse très forte, et les deux, ils ont des BNAP et des empreintes digitales des anticorps qui sont très similaires. Ce qui est aussi intéressant, c'est que ces deux patients sont des ethnicités différentes, c'est-à-dire que c'est probable que cette similarité n'est pas due aux facteurs de génétique humaine, mais elle est due à des facteurs de génétique virale. Donc, je ne vais pas parler de ça, mais on a développé aussi une méthode statistique pour identifier des paires de transmission comme celui-ci. Plutôt, je vais passer au résumé. Ce qu'on a trouvé, c'est, dans cette dernière analyse, c'est que le virus infectant prédétermine une fraction de la réponse d'anticorps. Cette fraction est relativement modeste et relativement faible, mais si vous y pensez, elle est peut-être même pas si faible que ça, parce qu'après tout, si on regarde à l'importance des facteurs de génétique humaine, ce qu'on a trouvé, c'est que les facteurs comme le HLA et le CCR5 ensemble déterminent 15% de la variabilité de charge virale. Et ça, c'est des facteurs hyper importants. Donc, ces 13% qu'on trouve ici, ce n'est peut-être pas un effet si faible. Finalement, on a aussi identifié une paire de transmission de BNAP. Et bien sûr, le souche de ces paires, c'est une ressource très importante, très intéressante pour suivre. Et il indique qu'une recherche active pour les virus ou les facteurs génétiques de ces virus inducteurs des BNAP doit être tentée plus généralement. Avec cela, je veux terminer par remercier la cohorte et tous les patients qui ont participé, tous les médecins, et aussi par remercier tous les collaborateurs. Il faut aussi dire
que ça, c'est bien sûr une étude très multidisciplinaire. Moi, je fais que l'analyse des données et il y a beaucoup d'autres disciplines, bien sûr, qui jouent un rôle ici. Et merci à vous pour votre attention. Merci beaucoup, Roger. On n'aura de nouveau pas le temps pour des questions, mais c'était, je crois, un panorama très intéressant.